Dimanche 28 juin 2026, merci de nous recevoir. Voici les titres qui ont fait l'actualité cette semaine. Le bébé Ashura célébré à Ziguinchor, la 11e édition de l'opération s'est tenue mercredi 24 juin dernier. Un important lot de matériel a été remis aux parents et au personnel de la santé. Vous aurez le compte rendu de Lamine Touré. 100 000 cartes pour 100 000 vies. Les personnes en situation de handicap recevront leur carte d'égalité de chance. Le plan lancé au sud vise les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Retour ou pas de symbole à l'école, c'est ossements ou tout autre objet accroché au cou des élèves en classe en cas d'usage d'une langue vernaculaire. Le sujet fait réagir plus d'un. Le coordinateur de la COSIDEP donne son avis. Vous entendrez Moussa Saho. Et puis à Niafaran, les populations réaffirment leur opposition au projet d'exploitation de zircon. Nous irons dans cet arrondissement de Kataba 1 avec Alassane Diédiou. Merci et bienvenue. Merci à tous. Je l'annonçais tantôt, la 11e édition de l'opération Bébé Ashura a été célébrée pour la 3e fois à Ziguinchor ce mercredi 24 juin 2026. L'opération a permis de remettre un important lot de matériel aux parents et au personnel de la santé, n'est-ce pas, Lamine Touré? La 11e édition de l'opération Bébé Ashura s'est tenue ce mercredi 24 juin pour la 3e fois dans la région de Ziguinchor, marquant le nouvel an du calendrier musulman. L'événement a été conduit par le comité dirigé par Elaz Saïr Faye, qui est largement revenu sur l'esprit et les objectifs de cette initiative. L'objectif, c'était juste comme tout bon musulman, à un certain moment, on avait senti que dans l'année musulmane, on ne fêtait plus Bébé Ashura. Depuis qu'on était petit, ou bien depuis le Mathusalem, il y avait que les chrétiens qui fêtaient le bébé de l'année. Et à un certain moment, notre guide spirituel, tonton papa, Cheikh Mouhidine Samba Diallo, avait jugé nécessaire de fêter ça, d'initier ça. Donc c'était ça l'objectif pour que les enfants musulmans puissent reconnaître leur année musulmane, fêter, et après le crépuscule, le premier bébé qui sera né sera considéré comme bébé Ashura. Un important lot de matériel a été octroyé aux parents, aux bébés, ainsi qu'au personnel de santé du district sanitaire, honoré cette année par cette distinction. On a eu apporté des valises, on a eu apporté du riz, on a eu apporté de l'oignon, de tout ce qui est condiment pour le repas. Et on a eu apporté pas mal de produits d'entretien, madar, kotol, ainsi de suite, et eau de javel, et omo aussi. Et on a eu aussi apporté des valises concernant des habits et tout ce que le bébé aura besoin. Cette action a été saluée à sa juste valeur par le personnel médical qui a souligné l'importance de la santé maternelle et infantile. Nous disons merci et félicitations à la Daïra Ansaroudine. Vraiment, et nous prions pour eux, pour que l'année prochaine, qu'ils aient encore plus de baraka et d'argent pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Vraiment, nous disons merci, un grand merci. Nous sommes très contents de cette initiative et c'est des initiatives qu'il faut multiplier. Donc nous vous félicitons et vous encourageons par rapport à cela. Elle est en très bonne santé. Elle a accouché par césarienne parce qu'elle était en travail depuis hier. Comme le travail a un peu duré, le bébé était un peu fatigué. Donc du coup, on a posé l'indication d'une césarienne. Donc la césarienne s'est bien déroulée. Elle est dans les suites de couche et elle se porte très bien. Elle a accouché d'un bébé de sexe masculin. Au-delà du geste symbolique, l'opération Bébé Ashura s'impose désormais comme un rendez-vous annuel de solidarité et de bienveillance, rappelant que chaque nouvelle vie est une promesse pour l'avenir. Merci Lamine Touré. 100 000 cartes pour 100 000 vies, c'est l'ambition du Pape Sec. Le plan lancé au sud vise les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. Les personnes en situation de handicap recevront leur carte d'égalité de chance. Aïcha Sall pour le compte rendu. 100 000 cartes pour 100 000 vies. Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a lancé du 22 au 27 mai 2026 plan d'accélération de la production de la carte d'égalité des chances au niveau du Sud. Ziguinchor, Sédhiou et Kolda sont les concernés. À l'occasion de ce lancement, un atelier de mise à niveau des acteurs sur le PAPDEC
C'est tenu ce jeudi 25 juin, suivi d'une remise symbolique d'équipements informatiques. L'objectif, un plan de 5 mois pour que chaque personne handicapée au Sénégal obtienne enfin sa carte d'égalité des chances. Ce qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un programme de supervision formative dans les régions de l'axe sud, à savoir Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Cet atelier vise essentiellement les objectifs suivants. Procéder à la remise symbolique des équipements informatiques pour la production des cartes. Présenter les nouvelles fonctionnalités de la plateforme de gestion de la carte d'égalité des chances. Présenter les procédures financières et comptables pour une gestion optimale des fonds qui ont été alloués pour la production de ces cartes d'égalité des chances à travers les stratégies avancées que nous avons détenues. Présenter le plan d'action régional pour le ciblage et la production de des cartes d'égalité des chances. Et enfin, initier un atelier de production des cartes d'égalité des chances. Pour rappel, la carte d'égalité des chances est un mécanisme phare d'inclusion du handicap institué par la loi d'orientation sociale numéro 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. La délivrance des cartes d'égalité des chances est réglementée par le décret 2012-1038 du 2 octobre 2012. La détention de la carte favorise l'accès des personnes handicapées à divers avantages relatifs à la santé, à la réadaptation, à l'appareillage, aux finances, à l'éducation, la formation, l'emploi, mais aussi les transports. Suite aux directives présidentielles du 30 avril 2015, le programme de la carte d'égalité des chances a été articulé au programme des filets sociaux, comme les bourses de sécurité familiale, mais aussi la couverture maladie universelle. Dans la même veine, en 2024, de nouvelles directives présidentielles sont formulées et visent en général l'inclusion du handicap dans la mise en œuvre des politiques publiques et l'évaluation du dispositif de la carte d'égalité des chances dans le but de son extension intégrale. À ce jour, depuis la fin de l'année 2025, au plan statistique, il faut retenir que la Direction générale de l'action sociale a produit 101 874 cartes d'égalité des chances sur une population totale de personnes handicapées estimée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie à 1 210 726 habitants, soit un taux de couverture de 8,3%. Les principales contraintes relatives à la production ont été identifiées. Ces contraintes ont été identifiées et sont relatives aux faibles ressources financières allouées au programme, à l'accès difficile des personnes handicapées à l'état civil, à l'enclavement des zones d'habitation de ces personnes handicapées, notamment en milieu rural, mais aussi à la faible capacité technique du système d'information et de gestion que nous disposons. L'édition 2026 a pour objectif général de lever ces contraintes à travers l'organisation de stratégies avancées. La cible globale du plan d'accélération est de produire 100 000 cartes à raison de 2175 cartes par département pour tous les 46 départements du Sénégal. Par conséquent, j'invite tous les acteurs régionaux à se mobiliser avec l'appui du gouverneur, des gouverneurs de région,
pour l'atteinte des objectifs. 14 régions, un objectif, l'égalité. Le PAPDEG est lancé. Il reste maintenant à transformer chaque carte en une chance concrète pour les personnes handicapées du Sénégal. Merci Aïcha. Retour ou pas du symbole à l'école, vous vous souvenez certainement de sautissement ou tout autre objet accroché au cou des élèves en cas d'usage d'une langue vernaculaire. Le sujet fait réagir Moussa Saho, le coordinateur de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, donne son avis. C'est aléatoire par rapport à cette question de civilisation. Au début, on peut le comprendre dans les années d'indépendance, parce que tout est question de contexte. Dans les années d'indépendance, on pouvait comprendre que les gens parlaient bien français, étaient les mieux estimés. Même s'ils n'avaient pas d'emploi, ils étaient les mieux estimés. C'était une sorte d'ascension sociale. Il y avait un classement social par rapport à cette expression française. Maintenant, il n'est plus de mode en termes d'expression. Vous voyez que le français est concurrencé au niveau international. Dans les CV, les gens demandent en tout cas à ce que, est-ce que vous comprenez la langue anglaise? Il vient à l'école, on dit que non, c'est interdit, tu ne dois pas parler ici. C'est comme si on voulait dévaloriser sa langue maternelle. Alors qu'il sait qu'à la maison, partout, dans son environnement, c'est cette langue qu'on parle. Il vient à l'école, on dit que c'est interdit de parler cette langue. C'est comme si cette langue n'a pas de valeur, parce que le symbole en tant que tel même, c'est un ossement qui est un peu vilain, parce que c'est pas un ossement qui est beau dans sa forme, mais c'est un ossement qui est déjà vilain, c'est dégradant. Donc vouloir l'imposer à parler la langue étrangère et vouloir lui coller cette étiquette parce qu'il a parlé avec ses camarades la langue nationale, c'est vraiment humiliant, et un éducateur ne doit pas humilier les éduqués, comme on dit. Effectivement, c'est pourquoi nous avons pensé que ce n'est pas en tout cas d'actualité. On ne doit pas faire revenir ça, et en tout cas il faut conscientiser ceux qui sont favorables à son retour pour leur faire comprendre que les paradigmes ont changé. Nous sommes dans le multilinguisme. Le français, l'anglais et les langues nationales doivent en tout cas concourir à l'expression en tout cas de ces enfants, pour leur permettre de se découvrir, mais aussi de s'enregistrer davantage dans leur culture, dans leur identité, avant de découvrir ce que c'est que l'autre. Les premières pluies exposent déjà la réalité dans certains quartiers de Ziguinchor, à l'instar de Santhiaba et Belfort. Le quartier Kenya fait face aux problèmes indescriptibles après les pluies. Reportage de Salf Baldé. Alors que les premières pluies de l'hivernage s'abattent sur la capitale de la Casamance, un sentiment d'angoisse s'empare à nouveau. C'est les habitants du quartier Kenya de Ziguinchor. Pendant la saison des pluies, c'est vrai que c'est très difficile pour nous dans ce quartier, car à l'intérieur des quartiers surtout, si vous voyez bien, toutes les routes sont faites de sable, donc ce ne sont pas des routes pavées, ce qui fait que le sable va retenir l'eau beaucoup plus longtemps. Et aussi il y a des malformations ici sur les chemins, quoi. Entre routes impraticables, maisons inondées et risques sanitaires accrus, le quotidien des populations de ce quartier de Ziguinchor vire au parcours du combattant. Durant la saison des pluies à Kenya, c'est le calvaire total. On n'a pas de caniveau ni de route. On n'a pas où passer après la pluie. Et ça nous empêche de vaquer à nos occupations. À Kenya, après chaque pluie, les artères principales du quartier se mirent rapidement en véritable torrent de boue, coupant les résidents du reste de la commune. Mais pour ceux qui vivent à l'intérieur du quartier, ce sera beaucoup plus difficile, parce que, comme on le sait, l'eau et le sable, ça devient de la boue. Et c'est difficile de marcher dessus. Pour les autorités étatiques, on peut dire par exemple, ils peuvent nous aider avec l'amélioration des routes. Plongé au cœur d'un quartier où la saison des pluies est synonyme de calvaire, pour Kenya, sortir durablement de l'héroïne de l'enclavement hivernal n'est plus une simple doléance, c'est une question de dignité et de survie. Merci Salf Baldé. À présent, nous allons à Niafaran, village situé dans l'arrondissement de Kataba 1. Les populations réaffirment leur opposition au projet d'exploitation du zircon. Elles appellent les autorités à se prononcer sur ce dossier. Mise en garde contre les impacts environnementaux. Reportage signé Alassane Guédiou. Niafaran, un village situé dans le département de Bignona, plus précisément dans l'arrondissement de Kataba 1. Les habitants se sont une nouvelle fois mobilisés pour réaffirmer leur opposition au projet d'exploitation du zircon. Un combat qu'ils mènent depuis plusieurs années. Depuis novembre 2025,
Il y a un arrêt de la Cour suprême qui annule ce projet d'exploitation du zircon sur la dune de Niafran. Nous avons même fait un référé auprès de la Cour suprême pour obliger l'administration à faire arrêter le projet. La Cour suprême a rejeté pour dire que ce n'est pas son boulot de faire exécuter les décisions de justice. Elle a rendu son arrêt. Maintenant, c'est à l'administration de le faire. Nous avons saisi les autorités compétentes. Ils n'ont pas réagi. On a été surpris la dernière fois, la semaine passée seulement, avec une notification du sous-préfet pour dire qu'il venait recenser sur la dune de Niafran en vue d'un éventuel dédommagement, expropriation pour le démarrage du projet. Alors qu'au moment où je vous parle, nous n'avons ni étude d'impact environnemental, nous n'avons pas de certificat de conformité, on n'a pas vu l'autorisation d'exploitation. Donc, compte tenu de tous ces manquements, on est parti rencontrer le maire pour lui dire de revoir leur copie, d'exiger quand même un minimum de garantie pour venir des travaux. Face à ce qu'ils considèrent comme un passage en force, les populations interpellent les autorités de l'État afin qu'ils se prononcent clairement sur ce dossier. Mais c'est justement du forcing parce que je pense que l'État du Sénégal, par rapport à des exploitations ou une exploitation minière, il y a quand même une procédure. La procédure, c'est d'abord une étude d'impact environnemental, une audience publique. Au moment où je vous parle, Niafran n'a jamais habité une étude d'impact environnemental. Je défie quiconque. Il n'y a pas eu d'audience publique à Niafran. C'est des autres qui vont décider à notre place, qui ne sont pas concernés par le projet, parce que le zircon se trouve à Niafran, ça ne se trouve pas à Benin, ça ne se trouve pas à Kabadio, ni à Kunkoudian ou à Bandikaki. Des gens qui viennent remplir les chaises pour parler à notre nom. Donc c'est tous ces manquements qui nous poussent à dire qu'il faut venir quand même rencontrer les populations de Niafran, parce que le zircon se trouve à Niafran, c'est avec nous qu'il faut discuter. Donc compte tenu de tous ces manquements, on a demandé à l'administration de faire arrêter tout, sinon bon, on pourra passer à une vitesse supérieure. Nous interpellons le ministre. Peut-être que même le président de la République, dans les jours à venir, on va l'interpeller pour qu'il se prononce par rapport à ce qui se passe. Je pense qu'il est allé à Hambourg, il a vu quand même qu'il y avait des problèmes et tout ça, il avait annulé tout le processus. On veut qu'on fasse la même chose, qu'ils viennent rencontrer les populations de Niafran, qu'ils viennent voir que le zircon, ce n'est pas à Kabadio, ce n'est pas à Kunkoudian, mais que c'est à Niafran, qu'ils viennent discuter avec les populations. Donc les plaidoyers et les actions judiciaires, nous sommes en train de les mener pour avoir gain de cause. Les membres du comité de lutte ont également énuméré plusieurs conséquences qu'ils considèrent préoccupantes. Selon eux, l'exploitation du zircon risque de paralyser les activités économiques locales et de mettre en péril les moyens de subsistance des populations. S'il y a exploitation du zircon, d'abord c'est la délocalisation et il n'y aura aucune activité économique sur la dune parce qu'ils vont boucler la zone. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc pour des populations qui vivent de pêche, de tourisme, leur demander de ne pas accéder à la dune, c'est les contraindre à la pauvreté. Ils vivent de ça. Nous, on vit de cueillette et de pêche. Donc, si on ne peut pas accéder à la dune, parce que le facteur qui est grave aussi, c'est qu'il y a un lieu d'activité économique. C'est les rizières. Les rizières vont être exploitées ou vont servir de bassin de rétention. Parce que quand ils exploitent les zircons, une partie de l'eau va être versée. Lorsqu'ils vont le verser dans les rizières, alors, des gens qui vivent d'agriculture et tout ça, je pense qu'il y a la délocalisation, mais il y a aussi la privation de lieux d'activité économique tels que la riziculture. Les jeunes de Niafran n'ont pas non plus gardé le silence sur cette question. Ils réclament justice et réaffirment leur opposition au projet minier. À la place, ils plaident pour la modernisation de l'agriculture qu'ils considèrent comme la principale source de revenus et de subsistance des habitants du village. Nous demandons justice. Pourtant, dans ce village, il n'y a pas d'électricité. Pourtant, dans ce village, il n'y a pas d'eau potable. Nous ne demandons pas tout cela. Nous avons besoin de ces choses. On n'a pas mis pression sur ça. Mais cela ne nous a pas été accordé. Mais pourquoi est-ce que la justice, nous tous, on en a besoin? Nous ne demandons que la justice, ça n'est pas en train d'être fait. Est-ce que nous ne sommes pas sénégalais? Est-ce que nous avons une carte d'identité? Nous avons les rizières. Nous, en tant que jeunes, cette exploitation ne nous arrange pas. Pourtant, les rizières Baïni, ça fait 300 hectares. Pourquoi pas utiliser ces rizières pour pouvoir faire un développement durable?
Ça vaut mieux que cette exploitation, 5 ans que c'est les durées. Après, ils vont nous laisser avec les déchets. Ils vont nous laisser avec les conséquences. Ils vont nous laisser quelqu'un qui a son terrain, de nous planter. Et puis, ça va amener un déséquilibre de l'écosystème. Qu'est-ce que nous pourrons faire? Personne n'aura accès aux poissons. Finalement, c'est comme s'ils nous condamnaient. Pourtant, la Cour suprême avait donné ce mot qui dit qu'il n'y aura plus d'exploitation. Et jusqu'à là, ils sont en train de continuer. Mais jusqu'à là, rien n'est fait. En tant que jeunes de Niafran, alors que nous avons le droit de protéger l'environnement et la nature, c'est comme s'ils vendent notre survie. Ils ont défendu depuis 2004. Nous avons survécu. Nous voulons aussi le faire pour nos enfants. Au-delà du débat sur l'exploitation des ressources, les populations rappellent que la protection de l'environnement demeure un enjeu majeur pour les générations présentes et futures. Pour eux, le développement ne saurait se faire au détriment de l'environnement et des moyens de subsistance des populations locales. Merci Alassane Guégué pour ce reportage. Nous allons pour l'actualité nationale. Nous sommes avec Aïcha Sall. Bonjour et bienvenue sur les actualités nationales de la semaine. D'abord, à Tambacounda, un agent de l'UCG d'une quarantaine d'années a été interpellé par la gendarmerie, puis déféré au parquet pour viol sur un mineur de 13 ans. Le concerné, après avoir reconnu les faits devant les enquêteurs, a été placé en garde à vue. Et puis à Ouassadou, dans le département de Vélingara, une ancienne amitié entre deux pêcheurs s'est détériorée après la Tabaski suite à des dettes non remboursées contractées à Mbour. Enfin, à Kolda, le 23 juin 2026, un couple a été interpellé pour infanticide présumé. La femme a donné plusieurs versions contradictoires sur la mort de son nouveau-né que son mari conteste. Aucun corps n'a été retrouvé et tous deux sont en garde à vue. C'est tout ce qu'on pourrait retenir de l'actualité nationale de la semaine. Merci Aïcha Sall. À présent, l'actualité internationale, nous sommes avec Rabia Diatta. Bonjour Amidou, bonjour très chers internautes de la Voix du Sud. Nous démarrons cette actualité internationale en Afrique du Sud qui vit en ce moment dans l'attente fébrile de la journée du mardi 30 juin 2026. Cette date n'a rien d'officiel, mais elle a été choisie par des groupes opposés à l'immigration illégale pour réclamer le départ des étrangers en situation irrégulière. Et puis, la 13e session de la commission mixte entre l'Algérie et la Russie s'est refermée vendredi 26 juin 2026 du côté de Moscou en présence notamment du ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, et le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Dimitri Patrushev. Plusieurs accords ont été conclus dans divers domaines comme la culture et l'industrie pharmaceutique. Les discussions entre Alger et Moscou ont également porté sur le secteur de l'énergie. Et enfin, les États-Unis ont annoncé ce vendredi 26 juin 2026 avoir mené des frappes en Iran en réponse à l'attaque d'un navire marchand dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution iranienne affirment, eux, avoir frappé des positions militaires américaines dans la région du Golfe en représailles. Le plan d'évacuation du détroit avait suspendu jeudi après cette attaque imputée à Téhéran. Donald Trump avait dénoncé une violation stupide du cessez-le-feu par l'Iran. L'Iran a estimé samedi que les frappes américaines la veille contre son territoire constituaient une violation flagrante du protocole d'accord conclu avec les États-Unis. Voilà Amidou, c'en est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci Rabia Diatta pour ce tour du monde. Nous sommes à présent avec Lansana Guémé pour l'actualité des sports. Mondial 2026, le Sénégal se qualifie pour les 16e de finale. Après un début de tournoi compliqué, les Lions ont décroché leur qualification pour le second tour en terminant parmi les meilleurs troisièmes. Après 2 défaites contre la France, 3-1 et la Norvège sur le score de 3-2, le Sénégal n'avait qu'une option, gagner large face à l'Irak. Les hommes de Pape Thiaw ont gagné leur dernier match de poule, 5-0 contre l'Irak au Toronto Stadium. Avec 3 points et une différence de but de plus 2, le dénouement a eu lieu dans la nuit. L'Espagne bat l'Uruguay sur le score de 1-0, puis l'Irak voit son but refusé pour hors-jeu. Face à l'Égypte, sur le score de 1 partout. Le Sénégal conserve sa place parmi les 8 meilleurs troisièmes. Actuellement 5e au classement des meilleurs troisièmes, le Sénégal retrouverait l'Angleterre en 6e de finale si le classement en reste ainsi. Un remake du 8e de finale 2022 perdu 3-0. Le match est prévu le mercredi 1er juillet 2026 à Atlanta, après 2002 quart de finale.
et 2022 huitième de finale. Le Sénégal espère écrire un nouveau chapitre. Les Lions n'ont pas dit leur dernier mot. Merci Lansana Diémé, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci partout de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Suivez l'actualité en continu sur La Voix du Sud.